RRB, l'invité du matin. Et ce matin, nous sommes avec Gérard Sarda. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes le nouveau président de la Ligue des droits de l'homme et du citoyen de Nouvelle-Calédonie. On vous connaît sur le territoire notamment en tant qu'ancien vice-recteur, ancien directeur du CHN ou encore président du comité consultatif d'éthique. C'est bien ça, un long parcours finalement en Calédonie, 25 années à peu près. Donc vous succédez à Élie Poigoune qui est désormais président d'honneur. Comment vous abordez finalement ce changement à la tête de la Ligue des droits de l'homme et du citoyen ? Alors, avant de vous répondre, juste une rectification. Je n'ai été vice-recteur que par intérim. J'étais secrétaire général et j'ai fait effectivement presque 2 années complètes d'intérim parce que c'était après 99. Donc on ne savait pas trop quel allait être le statut du nouveau vice-recteur. Et donc pendant tout un temps, il n'y a pas eu de candidature. Donc l'ancien recteur qui était monsieur Le Guinaire, aujourd'hui disparu malheureusement, est parti, a pris sa retraite. Et donc pendant... Vous avez assuré l'intérim pendant près de 2 ans. Voilà, un très long intérim. Mais je n'avais pas particulièrement vocation à devenir vice-recteur de plein exercice. Aujourd'hui, en tout cas, président bien de la Ligue des droits de l'homme et du citoyen. Et Élie Poigoune était à la tête depuis 23 ans. C'était un long mandat pour lui. Comment vous abordez justement le changement maintenant ? À une période cruciale. D'abord avec beaucoup de... Comment dire ? Beaucoup de perplexité. Beaucoup de perplexité parce que je crois que c'est une responsabilité qui est éminemment importante mais lourde, d'une part. D'autre part, succéder à Élie Poigoune, c'est pas du tout, comment dirais-je, c'est pas anecdotique. Parce que je rappelle que Élie Poigoune a eu tout un parcours que nous avons rappelé hier au niveau de cette conférence de presse. Il a été, dès les années 60 et 70, surtout l'un des leaders et probablement l'un des plus engagés des leaders nationalistes kanaks. Mais au départ, je crois que son combat, c'était la dignité, c'était la restitution des terres, c'était plus de racisme, enfin plus de réaction raciste, c'était... plus de discrimination, du respect, et c'était ça son combat. Et ça, finalement, c'est le fil d'Ariane de toute sa vie. Et ce qui explique, y compris les évolutions qu'il a eues dans ses conceptions du monde. Et vous vous inscrivez, vous, dans la suite de ces valeurs humanistes? C'est certain que, je veux dire, ce qui de toute façon nous rapproche depuis que nous nous connaissons. Moi, j'ai rencontré Élie Poigoune très peu de temps avant de devenir adhérent de la... C'est en 2003 ? De la Ligue des droits de l'homme. Non, je l'ai connu un petit peu avant. Mais si vous voulez, c'est en 2003, en effet, que j'ai adhéré à la Ligue des droits de l'homme de Nouvelle-Calédonie. Et j'ai adhéré d'ailleurs tout simplement parce qu'un beau jour, j'étais à ce moment-là directeur du centre hospitalier du Nord, et les 3 directeurs des hôpitaux avaient été invités par la Ligue des droits de l'homme pour une journée d'études sur les soins, la difficulté pour les personnes les plus démunies. Et donc, le soir même, il m'a dit, tu sais, si tu veux rentrer à la Ligue des droits de l'homme, on t'accueillera bien volontiers. J'ai dit, d'accord. Ça s'est passé très simplement, de cette manière. Et si vous voulez, je reviens sur ce parcours tout à fait exceptionnel d'Élie Poigoune. C'est vrai que pour moi, j'ai le sentiment vraiment d'un enjeu terrible. Mais en même temps, je me rends compte, d'une part, que le bureau est parfaitement solidaire et qu'on travaille très bien ensemble et qu'à ce niveau-là, j'aurai un soutien d'une manière générale du bureau. Donc, si vous voulez, c'est ce qui m'a aidé aussi à accepter finalement de prendre la responsabilité. Et puis alors, élément beaucoup plus important encore, j'ai demandé à Élie Poigoune, plus exactement, j'ai dit à Élie Poigoune, écoute Élie, de toute façon, nous t'inviterons à tous les bureaux et les CC. Et il a pas répondu, si vous voulez, mais je vois bien qu'il accepte de rester dans nos structures.
Et d'ailleurs, même s'il n'était pas du tout d'accord, nous ferons dans quelque temps une assemblée générale extraordinaire, puisque c'est les statuts qui l'exigent, pour le désigner président d'honneur. Ce qui fait que il aura toujours, on entendra toujours sa voix, même si elle passe par moi ou par les autres membres du bureau. Aujourd'hui, quels sont les grands dossiers de la Ligue des droits de l'homme ? Écoutez, sur quoi vous travaillez ? Comment ça se passe et quel est votre objectif alors, finalement ? Si vous voulez, le grand dossier sur lequel on travaille actuellement, et c'était un peu le sens de la conférence de presse, c'était cette conjonction entre les 23 ans d'Élie Poigoune à la tête de la Ligue, les 23 ans de l'accord de Nouméa, et la volonté, si vous voulez, de continuer sur les droits et libertés, de continuer sur la lutte contre les inégalités sociales, de continuer sur la lutte contre les discriminations, qui sont pas forcément des discriminations de couleur, qui peuvent être des discriminations sur bien d'autres, de continuer également sur la situation de la femme en Calédonie, qui est tout de même très préoccupante quand on voit tous ces, alors je vais pas commenter l'histoire du colonel, mais quand on voit toutes ces questions de violence intrafamiliale, de violence sur conjoint, et il est bien évident qu'il y a un chantier qu'il faut continuer à tenir, ou en tout cas à accompagner avec nos partenaires qui sont focalisés sur ces questions. Et puis voilà. Et puis nous allons être effectivement particulièrement vigilants pendant cette campagne pour que il n'y ait pas d'excès, si vous voulez, que ça soit pas qu'on n'assiste pas à des injures, voilà, il faut absolument préserver. Si vous savez, la grande leçon d'Élie Poigoune, moi je dis, si on fait le bilan de ces 23 ans, qu'aurait-il été sans la Ligue des droits de l'homme ? Et je pense que sur beaucoup de domaines, nous avons avancé, et notamment sur le fait que pendant 23 ans, même s'il y a eu par moments des cris, enfin voilà, et puis il y a eu quand même un certain respect entre les deux camps, dans la vie citoyenne, et ça on tient à le préserver, bien sûr, et on sera très vigilant là-dessus. Voilà, donc si vous voulez, Comment vous menez des actions justement pour permettre de garantir cette paix sociale, etc. Alors, les actions, si vous voulez, il y a beaucoup de choses qu'on a fait sur ces 23 ans. Élie d'ailleurs les rappelait les plus importantes. On a à l'époque préparé une charte citoyenne. Vous en souvenez peut-être. Cette charte citoyenne, on l'a traduite dans beaucoup de langues, non seulement internationales, mais locales. On l'a traduite en anglais, on l'a traduite en espagnol, on l'a traduite en allemand, on l'a traduite en adjeu, en paichi, en ingonais, en jéhu. Et on l'a traduite également en vietnamien, enfin en javanais. Pour que tout le monde puisse en prendre connaissance. Voilà. Et puis, à l'époque, c'est vrai, nous avions beaucoup espéré que le gouvernement de la Calédonie se saisirait de cette charte citoyenne. Bon, ça n'a pas été le cas. Je ne veux pas mettre en cause qui que ce soit, mais enfin, ça n'a pas été le cas. Par contre, on a eu des points extrêmement positifs. L'hymne calédonien avec son merveilleux refrain « Soyons unis, demeurons frères », plus de violence ni de guerre. Je ne sais plus exactement la fin du refrain, mais enfin, il y a eu quand même beaucoup de choses, à la fois sur le plan symbolique, mais aussi sur le plan réellement. Enfin, regardez, les transports publics, ça s'est tout de même amélioré sur l'agglomération nouméenne. Je dis bien les transports publics, parce qu'après, la circulation automobile, c'est autre chose. Et ça, c'est grâce à la Ligue des droits de l'homme? Non, je dis pas que c'est grâce à la Ligue des droits de l'homme. Je dis que le fait que la Ligue des droits de l'homme a été en quelque sorte un phare, enfin c'était un de nos membres de la Ligue qui disait ça hier, nous avons été un phare. Bon, je ne sais pas si le terme est juste, mais en tout cas, on a été très vigilants sur la manière dont la vie civique, la vie citoyenne se mène. Et cette vigilance a fait que
les personnes, les divers camps, les divers groupes politiques, etc., se sont un peu écoutés. Alors bien sûr, on peut toujours souhaiter que ça aurait été davantage, mais... Bon. Vous interviendrez comment dans cette campagne? Vous n'avez pas vocation à prendre position pour le oui ou pour le non, non, mais, on ne prendra certainement pas position. Ce sera des communiqués si jamais ça déborde, un peu à l'image du comité des sages. Hier, aux journalistes qui sont venus à la conférence de presse, on a donné bien évidemment un dossier et on avait fait le récapitulatif des communiqués qui avait été produit par la Ligue des droits de l'homme en 23 ans. Il y en a eu 107 ou 108. Et si vous voulez, on est intervenu sur beaucoup de choses. On est intervenu, même je rappelais aux journalistes qu'on était intervenu en 2005 et en 2014. En 2014 notamment, quand les Nouvelles-Calédoniennes ont changé de propriétaire. Et visiblement, les journalistes des Nouvelles étaient un peu anxieux parce que... les nouveaux propriétaires tardaient à signer la charte éthique et voilà. Eh bien, on a fait un communiqué là-dessus. Enfin, sur tous les domaines, finalement, vous pouvez intervenir. Oui, on peut intervenir effectivement sur tous les domaines, mais avec toujours un axe qui est les libertés, liberté collective, liberté individuelle. Et bien évidemment, respect des principes, démocratie, séparation des pouvoirs, ainsi de suite. Enfin, voilà, ce sont tous les thèmes des Ligues des droits de l'homme de par le monde. Je rappelle que la Ligue des droits de l'homme, historiquement, c'est en France le sénateur Ludovic Trarieux qui l'a créé. Et ça sera son premier grand combat, ça sera l'affaire Dreyfus et d'arriver à démontrer que ce capitaine était victime d'une polémique antisémite et qu'il avait été condamné finalement injustement. Et si vous voulez, ça, c'est ce qui explique que, par exemple, nous sommes beaucoup intervenus sur l'affaire de l'île des Pins à l'époque. C'est ce qui explique qu'on est intervenu très fortement quand cette boîte de nuit qui a fermé depuis, qui s'appelait le Cristal à la baie des Citrons, interdisait aux Kanaks d'entrer dans la boîte de nuit en 1980 ou 2000, je me souviens plus quelle année, 2010 peut-être ou 2015. Mais bon, peu importe. La dernière fois que vous êtes intervenu, c'était par exemple sur le conflit coutumier de Marais aussi. On est intervenu sur le conflit de coutumier de Marais. C'est tout à fait inacceptable d'expulser comme ça des personnes. Gérard Sarda, vous parliez des libertés. La Ligue des droits de l'homme va aussi être amenée à se positionner sur des sujets d'actualité, comme la vaccination. Ça fait encore un petit peu débat parmi vous. À titre personnel, vous estimez que la liberté individuelle, elle a pour limite la protection collective? Absolument. C'est-à-dire ? Si vous voulez, on sait très bien, enfin on sait aujourd'hui, on ne sait pas tout sur la Covid, puisque même les scientifiques les plus pointus admettent qu'ils ignorent beaucoup de choses encore sur cette pandémie et sur ses origines. Mais ce qu'on sait, c'est que de tout temps, quand les vaccins sont arrivés, petit à petit, on a vu qu'un vaccin, ça pouvait protéger d'un certain nombre de maladies, la variole, la rage, je ne sais quoi. Bon, il se trouve que depuis un demi-siècle, les chercheurs ont travaillé sur les vaccins à ARN. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la science, parce que je ne suis pas un scientifique. Mais quand même, il y a eu 3 professeurs de médecine français, Jacob, Wolf et je ne sais plus le troisième, son nom m'échappe. Enfin bref, qui ont travaillé, qui depuis 50 ans travaillent là-dessus. Alors on dit aujourd'hui, mais c'est pas possible qu'un vaccin, on le sorte comme ça au bout d'1 an. Mais oui, bien sûr, mais ce vaccin, il sort pas de nulle part. Je veux dire, il y a eu tout ce travail sur les ARN, l'acide ribonucléique, je sais pas quoi. Bon. Donc si vous voulez, on fait quand même un minimum confiance à ces scientifiques, qui ont tous les 3 eu le prix Nobel de médecine. Après, bien sûr qu'on hésite, bien sûr qu'on se rend compte aujourd'hui que peut-être le vaccin n'empêche pas la contamination, par contre il en réduit les effets considérablement, il réduit les possibilités de transmission du virus, et surtout il va nous éviter la saturation des hôpitaux. Parce que vous pouvez pas avoir, même si vous avez un budget exponentiel sur la santé, vous pouvez pas créer comme ça des postes d'infirmières, des postes de médecins,
des lits d'hôpital sur quelques semaines ou quelques mois. Donc, si vous voulez, on voit bien aujourd'hui qu'est-ce qui se passe en Polynésie française. Le service Covid qui a été installé est complètement saturé parce que la population ne s'est pas vaccinée. Donc, vous seriez favorable à la vaccination obligatoire ? Moi, je ne dirais pas vaccination obligatoire. Nous, comme Ligue des droits de l'homme, nous appelons les citoyens à réfléchir et à considérer que leur liberté individuelle s'arrête quelque part à ce qui permet à la santé publique de garder un bon niveau. Pour vous, il faut protéger ce bien commun. Mais bien sûr, il faut protéger ce bien commun. Mais ça passe par des mesures juridiques qui sont encadrées aussi et temporaires, ça c'est important pour vous ? Ah ben c'est sûr. Je veux dire, bon, à partir du moment où, si vous voulez, on dit aux personnes, voilà, vous aurez la septaine, vous aurez ci, vous aurez ça, vous aurez le pass vaccination, il faut, si vous voulez aller au cinéma, il faudra présenter votre papier, etc., etc. C'est quelque part tout de même des mesures assez lourdes. Mais même si ce sont des mesures assez lourdes, nous, on appelle les citoyens à réfléchir. C'est notre souci. On va pas dire, on n'est pas là pour donner quasiment un ordre, ou enfin en tout cas au moins même un conseil aux autorités légitimes. C'est aux autorités exécutives et législatives. Mais pour vous, la situation mondiale de pandémie pourrait légitimer le fait d'avoir une privation de liberté temporaire, par exemple en Nouvelle-Calédonie, comme ça se fait ailleurs ? Oui, bien sûr. On va pas, si vous voulez. Après, on sera très vigilant parce que on peut toujours avoir des préoccupations là-dessus, sur cette question. C'est-à-dire, on peut toujours se dire, mais attendez, ce gouvernement-là, il va en profiter pour passer telle ou telle mesure. Bon, voilà, on peut toujours se poser des questions, mais il faut regarder objectivement la situation, qu'est-ce qui justifie, et surtout que les citoyens réfléchissent en citoyens, et pas simplement ma liberté, c'est de jamais être vacciné, ma liberté, c'est de pas porter un masque, ma liberté, c'est... Voilà, ça a pas de sens. Merci beaucoup Gérard Sarda. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je rappelle que vous êtes le nouveau président de la Ligue des droits de l'homme et du citoyen de Nouvelle-Calédonie.